Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu délicat, mais vraiment essentiel, le harcèlement. Oui, tout à fait. C'est un sujet dont on parle de plus en plus et c'est important de bien comprendre de quoi il retourne. Exactement. Définir les contours, comprendre les différences entre harcèlement moral, sexuel et même physique, et voir un peu les mécanismes derrière. On sait bien, votre temps est précieux et aborder les questions de harcèlement au travail, c'est jamais simple. Pourtant, investir un peu de ce temps pour bien comprendre de quoi on parle, ça peut vraiment faire la différence sur votre impact, sur votre crédibilité. Alors l'objectif qu'on se fixe là, c'est de décortiquer ensemble le harcèlement au travail. L'idée qui ressort de nos analyses, c'est qu'avoir une compréhension, disons, précise du sujet, eh bien c'est le vrai point de départ, le levier pour agir vite et surtout agir bien. Et tout ça, ça vient d'une réflexion centrée sur votre rôle, le rôle clé du CSE. Le CSE, il est vraiment au cœur du dispositif. Que ce soit pour la prévention ou pour la lutte contre le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel d'ailleurs. Donc, maîtriser ce sujet, ce n'est pas juste une compétence en plus, quoi. C'est fondamental pour votre mission de protection des salariés. C'est la base pour garantir le bien-être dans l'entreprise. Alors commençons peut-être par le harcèlement moral ou psychologique, c'est souvent le plus insidieux. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de décrypter ensemble ce qu'est vraiment le harcèlement moral. C'est quoi la définition légale, comment ça se manifeste, et surtout, comment on le distingue d'autres tensions au boulot. Bon, on se lance. Alors, pour commencer, il faut savoir que le Code du travail est assez précis là-dessus. On parle d'agissements répétés, c'est important, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. D'accord. Des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail. C'est ça. Et cette dégradation, elle peut toucher plein de choses, hein. Les droits de la personne, sa dignité, sa santé physique ou mentale d'ailleurs, ou même son avenir professionnel. Hmm. Et il y a deux points clés, vraiment. Premièrement, les critères, la répétition, la dégradation, l'atteinte à la personne, ils n'ont pas besoin d'être tous réunis. Un seul peut suffire, parfois, selon le contexte. Juste la dégradation, par exemple. Ça dépend des cas, mais oui, la jurisprudence est assez nuancée. Et le deuxième point, qui est fondamental et souvent mal compris, l'intention de nuire de l'auteur, eh ben, elle n'est pas nécessaire pour que le harcèlement soit reconnu. Ah, ça, c'est intéressant. Donc même si la personne ne voulait pas faire de mal, si ses actions ont eu cet effet dégradant, Exactement. c'est l'impact sur la victime qui prime. Et d'ailleurs, la loi le prend très au sérieux, hein. Les sanctions pénales peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. C'est pas rien. Effectivement, ça montre la gravité. Bon, cette définition met l'accent sur les conséquences, c'est clair. Mais qui peut être l'auteur de ces agissements? On pense tout de suite au chef, au N+1. Oui, c'est l'image classique. Et c'est vrai, ça peut être le supérieur hiérarchique ou même l'employeur directement. Mais attention, c'est plus large que ça. Ah bon? Ça peut être une personne qui a une autorité de fait. Quelqu'un qui, sans être le chef sur le papier, a une influence, un pouvoir informel, quoi. D'accord, une sorte d'éminence grise. Voilà. Mais ça peut aussi être, et c'est plus surprenant peut-être, des clients, des fournisseurs. Des clients, carrément. Ouais. Oui, oui. Ou même des collègues. On parle alors de harcèlement horizontal ou de mobbing. C'est un phénomène de groupe, parfois, où plusieurs collègues s'acharnent sur une personne. Des chercheurs comme Heinz Sleiman ont beaucoup travaillé là-dessus. D'accord. Donc le danger, il peut venir vraiment de partout dans l'environnement de travail. Ça, c'est important de le savoir. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Quels sont les signes? Alors là, les formes sont très variées. Il y a les choses évidentes, les humiliations publiques, les critiques systématiques et injustifiées, les menaces, donner des ordres impossibles à réaliser, Mhm. attribuer des tâches qui n'ont rien à voir avec leur poste, qui sont dévalorisantes. Je pense à cet exemple terrible, mais réel, d'une salariée qu'on a obligée à nettoyer les toilettes avec de l'acide, alors que ce n'était absolument pas dans son contrat. C'est extrême, mais ça existe. Oui, c'est glaçant. Mais il y a aussi des formes beaucoup plus insidieuses. Plus subtil. Priver quelqu'un de ses outils de travail, l'isoler, ne plus lui parler, le mettre au placard, comme on dit. Le fameux placard. Oui, ou ce qu'on appelle maintenant le quiet firing, cette stratégie qui consiste à rendre les conditions de travail tellement insupportables que la personne finit par partir d'elle-même. Ah oui, la pousser à la démission sans la licencier. Malin, mais pervers. Tout à fait. Et puis, il y a l'indifférence, le mépris affiché, nier systématiquement le travail fait, les petites remarques désobligeantes mais répétées. Tout ça, ça mine, petit à petit. Et j'imagine les conséquences sur la personne.
Elles sont souvent dévastatrices, oui. Démotivation complète, sentiment d'être inutile. Ça peut aller jusqu'au bore-out, l'épuisement par l'ennui, le manque de sens, ou au contraire au burn-out, l'épuisement par surcharge et stress. Et d'ailleurs, la justice le dit, des absences répétées pour maladie, ça peut être une preuve de la dégradation de la santé liée au harcèlement. C'est là qu'on arrive à une zone grise, j'imagine. Comment on fait la différence entre ça, le harcèlement, et un management qui serait juste très strict, très exigeant, voire un peu maladroit, quoi. Diriger, c'est aussi donner des ordres, contrôler, absolument. C'est la question clé. Le manager a le droit, et même le devoir, de diriger, de donner des objectifs, de contrôler le travail, de faire des retours, même critiques s'ils sont justifiés et constructifs. C'est le lien de subordination. Ok. La limite, elle est franchie quand on dépasse ce pouvoir de direction pour tomber dans l'abus. On peut demander un effort, oui, mais pas exiger sous la menace constante ou en humiliant. On peut suggérer une méthode, mais pas imposer de manière brutale et sans écouter. On peut parler fermement, mais pas hurler ou insulter. On peut être bref, mais pas ignorer systématiquement quelqu'un, lui couper la parole tout le temps. Je vois. C'est une question de respect de la personne, en fait. Exactement. Le mépris, la volonté de rompre la communication, la critique qui n'est là que pour démolir, les remarques qui visent à ridiculiser. Ça, ce n'est jamais du management acceptable. Même un management dit autoritaire, là on est dans l'abus d'autorité et dans l'atteinte à la dignité. Et c'est cette ligne rouge qu'il faut savoir repérer. C'est une nuance cruciale, effectivement. Et ce n'est pas un petit sujet, hein. Il y a une grande enquête mondiale du Bureau international du travail avec Gallup qui a montré que plus d'une personne sur 5 dans le monde a déjà subi une forme de violence ou de harcèlement au travail. 1 sur 5. C'est énorme, oui. Et le harcèlement psychologique, c'est la forme la plus fréquente. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'osent pas en parler. Ils ont peur pour leur réputation, peur des représailles, ou ils pensent que ça ne servira à rien. C'est terrible, ça. Si on résume un peu tout ça, le harcèlement moral, c'est défini par la loi, ça regarde surtout l'impact sur la personne, ça peut venir de partout, pas que du chef. Les signes sont variés, parfois évidents, parfois très discrets, et la différence avec un management dur, c'est l'abus de pouvoir et l'atteinte à la personne. C'est ça, hein? C'est tout à fait ça. Bon, à côté de ça, il y a le harcèlement sexuel. Plus, directement identifiable parfois. Pour commencer, il faut savoir que la loi, enfin le code du travail et le code pénal, ils distinguent deux formes principales de harcèlement sexuel. On va regarder ça de plus près. La première forme, elle est liée à la répétition. C'est ça. Des propos, des comportements qui se répètent et qui ont une connotation sexuelle ou sexiste. Et attention, hein, la répétition, ça compte dès la deuxième fois. Ce n'est pas forcément énorme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut venir de plusieurs personnes. Pas forcément un seul auteur qui répète ses gestes. Tout à fait. Et la connotation sexuelle ou sexiste, c'est une notion assez large en fait. Ça peut être des blagues déplacées, des remarques sur le physique, des questions intrusives sur la vie privée, mais aussi des gestes, des regards insistants, des SMS, des emails, enfin tout ce qui est inapproprié. Ce qui compte vraiment, c'est l'effet produit. Est-ce que ça porte atteinte à la dignité de la personne? Est-ce que ça crée un environnement de travail qui est, disons, intimidant, hostile, offensant? L'intention de l'auteur, elle n'est même pas nécessaire pour qualifier les faits. C'est l'impact qui compte. Et ça ouvre la porte à ce qu'on appelle parfois le harcèlement d'ambiance. Ah oui. Le harcèlement d'ambiance. Oui, c'est une atmosphère générale qui devient toxique, sexiste, même si personne n'est visé directement. Ça peut être reconnu comme du harcèlement. D'accord. C'est une nuance importante. Alors, la deuxième forme de harcèlement sexuel, elle est différente, hein. Oui, là on parle d'une pression grave. Et attention, même non répétée. Une seule fois peut suffire. Une seule fois. Oui, si le but c'est d'obtenir un acte de nature sexuelle. Le cas classique, j'imagine, c'est le chantage. Exactement. Chantage à l'emploi, à une promotion ou pour garder son poste, c'est ça. Et là, un seul fait grave, ça suffit pour que ce soit qualifié de harcèlement. Et il faut bien distinguer ça des agissements sexistes. Oui, quelle est la différence, justement? Alors, les agissements sexistes, ils sont liés au sexe de la personne. Ils portent atteinte à sa dignité ou créent un environnement hostile, eux aussi. Mais la différence clé, c'est l'absence de connotation sexuelle directe.
Un exemple peut-être. Par exemple, rabaisser systématiquement une femme parce que c'est une femme, ou un homme pour les mêmes raisons. Critiquer ses compétences en se basant sur des stéréotypes de genre, par exemple. Et au cœur de tout ça, il y a une question fondamentale, celle de consentement. Absolument. C'est la ligne rouge. Et il faut le répéter, le silence ou ne pas dire non explicitement, ça ne veut jamais dire oui. Ce n'est pas un consentement. Le harcèlement, ce n'est pas de la séduction, même maladroite. C'est une forme de violence, une expression de pouvoir. Notre but, essayer de comprendre la gravité, l'étendue de tout ça. Les répercussions psychologiques, physiques, sociales. Allez, on regarde ça de plus près. Exactement. Et ce qui est très fort dans ces témoignages, c'est cette idée de prison mentale. Au-delà du stress, de l'anxiété qui deviennent chroniques, qui rendent la vie impossible, Mhm. on voit cet épuisement psychique. Ça peut aller jusqu'au burn-out, l'effondrement complet. D'accord. Et puis il y a les troubles de l'humeur, la dépression, parfois très sévères, et aussi quelque chose de plus insidieux peut-être, l'altération des capacités cognitives. C'est-à-dire? La concentration qui diminue, la mémoire qui flanche, et surtout l'estime de soi qui est pulvérisée. La personne se sent nulle, elle culpabilise, Ah oui. et dans les cas les plus graves, ça peut aller jusqu'aux idées suicidaires. Cette prison mentale, donc, elle ne reste pas que dans la tête. Le corps aussi y réagit. C'est ça qui est frappant. Absolument. C'est ce qu'on appelle la somatisation. La souffrance psychique s'imprime dans le corps. Hmm. Les témoignages le montrent bien, une fatigue écrasante, qui ne part pas même avec du repos. Des troubles du sommeil, insomnie, cauchemars. Oui. Des douleurs physiques qui apparaissent un peu partout, les maux de tête, le dos. Classique, malheureusement. Et puis le système digestif qui réagit, la peau aussi. Et plus grave encore, ce stress permanent peut toucher le cœur, la tension artérielle, le système hormonal. On a des cas, comme celui d'Agathe, une aide-soignante, où on voit une dégradation vraiment sévère de l'état de santé général. Donc, l'attaque est double. La tête et le corps. Et j'imagine que ça s'arrête pas là. Ça doit déborder sur tout le reste. Tout à fait. C'est une onde de choc. Au travail, bien sûr, l'isolement, la mise à l'écart, parfois cette culture du silence où les collègues n'osent plus parler. Difficile. Très. Et logiquement, les performances baissent, l'absentéisme augmente, la carrière elle-même est menacée. Comment ça? On voit des gens qui stagnent, comme cette personne n'a pas eu d'avancement pendant 10 ans. 10 ans. Oui. Ou alors la perte d'emploi, ou même une inaptitude médicale au poste. Et toute cette détresse, elle contamine la vie privée. Tension dans la famille, repli sur soi, on perd ses amis. L'isolement social. Exactement. Sans parler de l'impact financier qui est souvent très lourd. Perte de revenus, et puis les frais médicaux, les frais de justice si on va jusque-là. C'est un engrenage terrible. C'est ça. Ce qui est marquant, c'est vraiment cette rupture des liens. Un isolement qui renforce encore la souffrance. C'est une démolition systémique, en fait. Le tableau est vraiment sombre. Face à une telle spirale, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on s'en sort? C'est l'urgence de parler, de briser le silence et de chercher de l'aide. C'est fondamental. D'accord, concrètement? Alors pour la victime, plusieurs étapes sont clés. D'abord consulter. Son médecin traitant, bien sûr, le médecin du travail aussi. Il a un rôle très important. Et puis un soutien psy si besoin. Oui. Ensuite, documenter. Tout noter. Les faits, les dates, les témoins, garder les mails, les messages. C'est crucial pour pouvoir prouver les choses. Objectiver la situation. Exactement. Et enfin, alerter l'employeur en premier lieu, mais aussi le CSE, l'inspection du travail, les syndicats, certaines associations spécialisées peuvent aider, et puis la justice, évidemment. D'accord. Et il faut savoir une chose importante, la loi protège les victimes et les témoins contre les représailles. C'est essentiel de le rappeler. C'est très clair. Alors, face à ces situations, quel est le rôle des élus du CSE? Ils ont un rôle à jouer, j'imagine. Justement, le CSE, comment intervient-il? Il y a des étapes clés? Oui, alors déjà, il faut savoir que depuis 2018, il doit y avoir un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste dans chaque CSE. Enfin, des 11 salariés. C'est obligatoire. D'accord, un référent. Mais concrètement, une fois qu'une personne vient voir le CSE, qu'est-ce qui se passe? La toute première chose, le fondement, c'est l'écoute. Il faut une écoute active, empathique, sans jugement et en garantissant la confidentialité, bien sûr. Ouais, c'est crucial pour la confiance, j'imagine. Absolument. Reconnaître la souffrance, expliquer ce que le CSE peut faire ou ne pas faire d'ailleurs, c'est la base. Ok, l'écoute. Mais souvent, le problème, c'est la preuve, non?
c'est difficile à établir. Ah oui, c'est le nerf de la guerre, si on peut dire. Le deuxième levier, c'est donc d'aider la personne à rassembler des preuves. C'est-à-dire, Prendre des notes détaillées sur les faits, les dates, les lieux, les témoins éventuels. Tenir une sorte de journal, quoi. même des choses indirectes. Oui, justement. Parfois, après un signalement, même informel, il peut y avoir des changements. Un changement d'horaire soudain, un bureau différent. Faut noter tout ça. Et bien sûr, les témoignages écrits, les certificats médicaux si la santé est affectée. D'accord, donc écoute, puis aide à la collecte de preuves, et ensuite, le CSE oriente la personne. C'est ça, le troisième levier, orienter et informer. Le CSE n'est pas seul, il doit diriger vers les bons interlocuteurs. Comme qui, par exemple? Le médecin du travail, évidemment, l'inspection du travail aussi. Il y a des associations spécialisées qui peuvent aider, parfois un avocat, un psychologue. Et informer sur les droits, j'imagine. Exactement. Informer sur la possibilité de saisir officiellement l'employeur, sur le droit de retrait en cas de danger grave et imminent, sur la protection contre le licenciement si on témoigne ou signale, et puis les différents recours possibles, prud'homme, pénal. Et si l'information et l'orientation ne suffisent pas, si l'employeur doit être interpellé plus directement? Alors là, on passe au quatrième levier, l'action directe. Le CSE peut, et même doit, signaler les faits par écrit à l'employeur. Pour lui rappeler ses obligations. Oui, son obligation de prévention, de faire cesser la situation, de sanctionner et de monter une enquête interne. Et si l'employeur traîne les pieds ou ne fait rien? Ah, là, le CSE a une arme importante, le droit d'alerte, spécifiquement pour atteinte aux droits des personnes. Ça oblige l'employeur à mener une enquête avec le CSE. Une enquête conjointe, donc. C'est ça. Et si le désaccord persiste sur la situation ou les mesures à prendre, le CSE peut saisir le conseil de prud'homme. Mais attention, avec l'accord du salarié concerné. Et les membres du CSE qui lancent l'alerte sont protégés, c'est important de le dire. Tout à fait, heureusement. Tout ça, c'est beaucoup sur la réaction face à une situation de harcèlement avérée ou suspectée. Mais la prévention dans tout ça. Le CSE a un rôle avant que ça n'arrive. Absolument. La prévention, c'est même une mission essentielle du CSE. Il peut proposer des actions de sensibilisation, de formation, être proactif. Il y a des formations spécifiques pour les membres du CSE d'ailleurs, pour ce rôle de référent. Alors, la formation spécifique référent harcèlement, elle n'est pas obligatoire légalement, contrairement à la formation générale SSCT, la fameuse formation santé, sécurité et conditions de travail. Ah d'accord. Mais elle est très fortement recommandée, évidemment, pour que le référent soit plus efficace. C'est financé sur le budget de fonctionnement du CSC en général. Et l'employeur aussi a une obligation de prévention renforcée, non? Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans les entreprises de plus de 250 salariés, l'employeur doit aussi désigner son propre référent harcèlement côté entreprise cette fois. Donc, en résumé, le CSE, c'est vraiment un acteur clé. Écoute, aide à la preuve, information, action directe si besoin, et prévention. Un gardien de la dignité de la santé au travail, en quelque sorte. Exactement. Un rôle vraiment multiple et fondamental. Comprendre ces mécanismes, c'est vraiment essentiel pour tout le monde dans l'entreprise. Managers, salariés, représentants du personnel. Pour pouvoir identifier, réagir et surtout préserver un environnement de travail qui soit sain. Clairement. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour chacun. Sachant à quel point c'est difficile de signaler ces situations, par peur, par sentiment d'impuissance, quelle est notre responsabilité à tous collectivement pour créer des cultures d'entreprise où non seulement on peut parler de ces choses-là, mais où c'est attendu, où c'est normal de le faire pour protéger la dignité de chacun. C'est une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage.